Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Emmanuel Razavi, Jean-Marie Montali, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Vous êtes de me grand recevoir. reporter, spécialiste du Moyen-Orient et vous publiez aux éditions du Cerf La pieuvre de Téhéran, une enquête au long cours sur les réseaux d'espionnage et d'influence de l'Iran en France et dans le monde, notamment aux États-Unis. Je voudrais qu'on démarre d'abord avec l'actualité la plus récente et l'inculpation pour espionnage hier en Iran de 2 ressortissants français, Cécile Collère et Jacques Paris. Espionnage pour le compte d'Israël selon la République islamique. Vous êtes particulièrement inquiet pour leur sort après 3 ans maintenant déjà de détention. Je pense que la Emmanuel Razavi. France entière est inquiète pour ces gens qui sont innocents, il faut le rappeler, vos auditeurs. Ce sont des gens qui sont victimes de la diplomatie de la terreur, qui est qui a été instituée, je dirais, depuis 1979 et l'avènement de la République islamique d'Iran. Des innocents sont pris en otage par les mercenaires de la République islamique d'Iran, sont mis en fait dans des prisons comme Evin, la prison du nord de Téhéran, où ils subissent en fait des tortures psychologiques, mais ce sont des tortures quand même. Il n'est pas... Si vous voulez, je vais être très clair avec vous. En fait, depuis 46 ans, l'Europe, notamment la France, si vous voulez, a tellement joué le jeu des mollahs à Téhéran qu'il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que nous ayons en fait des otages, si vous voulez. Le fait d'avoir cédé dans les années 80 à cette diplomatie de la terreur... Non, mais attendez, je vais vous le dire très clairement. Oui, c'est la diplomatie de la terreur. Et quelqu'un de très haut placé, en fait, au sein de l'administration iranienne, nous disait, en fait, il y a, je sais pas, quelques mois, peut-être 1 an, que de toute façon, il considérait que notre diplomatie était une diplomatie faible. Il parlait des diplomaties européennes, en général, et qu'à partir du moment où nous étions faibles, ils n'avaient pas de raison, en fait, de changer leur mode opératoire. C'est important parce que dans le même temps, ils ont peur de la France. Ils considèrent la France comme étant, en fait, un État toujours important, avec beaucoup d'influence en Europe, qui a des bases, en fait, au Moyen-Orient. Je pense à la base d'Abu Dhabi, notamment, si vous voulez, mais de l'autre côté, ils ne respectent pas en fait notre diplomatie, si vous voulez, qu'ils trouvent extrêmement faible. On joue pas à armes égales. Notamment parce qu'on reçoit des responsables iraniens, vous y faites allusion dans le livre, la réception de l'ancien président iranien par Emmanuel Macron, la rencontre entre Jean-Noël Barrot et son homologue iranien, c'est un signe de faiblesse. Écoutez, c'est un signal, oui, bien sûr, à leurs yeux, c'est un signal de faiblesse, il faut le comprendre. La République islamique d'Iran, c'est un État terroriste. C'est un État narco. On a appelé notre livre La pieuvre de Téhéran. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Mohsen Shazegara, qui est le cofondateur du corps des gardiens de la Révolution, qui lui-même nous dit que les gardiens de la Révolution sont une pieuvre, d'accord, avec une branche, donc une branche mafieuse, évidemment, mais une branche spécialisée, en fait, dans la guerre d'influence, le terrorisme, si vous voulez, le blanchiment d'argent issu, en fait, des revenus, en fait, de la drogue. Si vous voulez, on est face, si vous voulez, à un cartel mafieux étatisé, si je puis dire. C'est vraiment ça la République islamique d'Iran aujourd'hui. Et nous n'avons pas compris une chose, c'est que, et je le dis encore une fois à dessein pour vos auditeurs, il y a une démocratie au Proche-Orient, on l'aime pas, peu importe, mais c'est une démocratie qui s'appelle Israël. Israël a compris qu'il y avait une menace existentielle qui provenait de la République islamique d'Iran. Nous ne l'avons pas compris, mais parce qu'en fait nos diplomates n'ont pas lu les textes fondateurs de l'ayatollah Khomeini et des clercs du régime iranien. Israël, ce n'est qu'une étape dans le processus de djihad mondial qui est préconisé dans le préambule de la Constitution de la République islamique d'octobre 1979. Et vous citez d'ailleurs un livre du guide suprême, du fondateur de la République islamique, Khomeini, qui envisage justement l'idée de la prise de contrôle de l'ensemble des États non musulmans. Exactement, absolument. La conquête des territoires non musulmans. Je voudrais vous répondre aussi un petit peu sur Cécile Collère et Jacques Paris. Ils ont à répondre de 3 chefs d'inculpation. Chacun des chefs d'inculpation peut être passible de la peine de mort. Donc il y a l'espionnage pour le Mossad, il y a corruption sur terre et complot en vue de déstabiliser l'État. Donc on a 3 concitoyens français qui risquent la peine de mort. Je regardais l'autre jour des papiers qui se félicitent, vous savez, de l'entrée de Robert Badinter au Panthéon. Et là, d'un seul coup, on a des Français qui risquent la peine de mort. Dans un État qui a pendu, qui a exécuté depuis le début de l'année à peu près 900 personnes pour ce qu'on en sait. Donc, qui est probablement l'État qui tue le plus. Vous disiez aussi que Cécile Collère et Jacques Paris étaient détenus depuis 3 ans. Détenus, vous savez, c'est
c'est un peu faible. Ils sont torturés depuis 3 ans. Plusieurs fois, ça a été alerté. Ils sont détenus dans des conditions qui s'assimilent à de la torture. C'est vraiment des conditions inhumaines. Donc on est face, effectivement, comme disait Emmanuel, on est face à un régime qui est prêt à tout pour survivre, qui est un régime qui vacille. C'est un gouvernement qui vacille. C'est un pouvoir qui est complètement à bout de souffle, qui est rongé par l'intérieur et qui est attaqué de l'extérieur et qui est prêt vraiment à tout. Et on sait exactement la façon dont fonctionne la République islamique d'Iran depuis 1979. C'est par la terreur et par le chantage. Les otages occidentaux, dont les 2 Français, sont de la monnaie d'échange. Et c'est une manière de faire, des modalités d'action qui vont encore se renforcer, selon vous, du fait de la fragilisation du régime par cette guerre des 12 jours? Ben oui, absolument. Bien sûr, ça se renforce. On a pu le constater ces dernières semaines. Après, ce qui est scandaleux, et on parle évidemment des agents d'influence de la République islamique d'Iran en Europe, aux États-Unis, en France. On va bien évidemment. dans un instant, notamment avec ces experts. Mais c'est que pendant que nous avons quand même des Français qui sont otages dans une prison iranienne où ils sont torturés, comme le rappelait Jean-Marie, en fait, depuis 3 ans, nous avons à Paris, d'accord, des chercheurs qui se font le relais, j'ai encore vu ça ce matin avec Jean-Marie, qui se font le relais de la République islamique d'Iran et qui distribuent sur des ondes concurrentes de la vôtre les éléments de langage des services secrets iraniens. C'est quand même un vrai sujet. Personnellement, en début de semaine, je ne citerai pas son nom, mais il est très connu puisqu'il a longtemps résidé en Iran et il était effectivement sur une chaîne concurrente lors d'une matinale en début de semaine pour expliquer justement que les frappes israéliennes avaient finalement renforcé la capacité de résistance, la résilience de la République islamique qui était désormais soutenue davantage y compris par ses opposants. Je ne sais pas si on fait allusion, on pense au même expert. Sans doute. Écoutez, ce monsieur, de toute façon, quelqu'un de l'opposition iranienne me faisait remarquer ce matin que ce monsieur avait vécu quand même pendant presque 15-20 ans en fait en Iran. Y compris pendant le début de la révolution islamique. Et si vous voulez, forcément, des gens comme ça sont mis sous pression, sont parfois utilisés évidemment par le régime pour distribuer, en fait, encore une fois, les éléments de langage favorables à ces proxys ou évidemment aux gardiens. Oh, écoutez, bien sûr, il faut arrêter d'être naïf. Excusez-moi, vous me posez des questions, je vous réponds. Il faut arrêter d'être naïf. Une partie de ces gens, d'accord, sont approchés et tamponnés directement en fait sur le sol iranien quand ils vont travailler là-bas, de façon claire. Alors ils sont tamponnés assez facilement, parce qu'en réalité on leur offre des facilités pour faire leurs travaux qui servent à leur recherche, pour faire leurs rapports, leurs livres quand ils rentrent en France, parfois pour faire du consulting aussi d'ailleurs pour des entreprises. Donc c'est un vrai business si vous voulez. Mais le problème c'est que c'est un business qui se fait au prix du sang, encore une fois, des Iraniens qui sont torturés dans les prisons iraniennes, ceux qui sont arrêtés, les opposants, mais aussi de nos Français, de nos ressortissants français qui sont là-bas. Alors, évidemment, vous avez raison, il ne faut même pas dire son nom. Je pense qu'il se reconnaît. De toute façon, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de gens sur Internet, sur les réseaux sociaux, voilà, qui sont outrés, en fait, par ce qu'il fait. Mais ça suffit, ça fait 46 ans que ça dure. Vous savez, il y a eu la collaboration, en fait, en France, avec les nazis. Vous savez que le terrain avait été préparé. Moi, je parle toujours du syndrome d'Otto Abetz. Vous savez, cet ambassadeur allemand qui était chargé d'approcher des intellectuels, des chercheurs, des acteurs, etc. à Paris avant la guerre, pour faire passer, si vous voulez, aussi les éléments de langage, en fait, du nazisme. On est exactement dans le même cas de figure. Les gens, en fait, qui se font le relais de la République islamique d'Iran, que ce soit par idéologie, que ce soit parce qu'ils sont payés, d'accord, sont complices, sont des collaborateurs d'un régime terroriste, d'un régime qui tue ses enfants, c'est la réalité, qui prend en otage des Occidentaux. Il n'y a pas que des Français d'ailleurs qui sont dans les prisons iraniennes. Et pardonnez-moi d'être un peu direct ce matin, mais je pense qu'on est tous épuisés. Non mais c'est la réalité. Je pense qu'on est très, très épuisés, si vous voulez, de voir ce qui est en train de se passer et une forme de complicité, je dirais, de gens qui mènent la belle vie à Paris et qui se font mousser dans les médias. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire que effectivement les bombardements israéliens auraient renforcé une espèce de sentiment national autour du gouvernement, alors qu'en réalité, si on regarde les faits, tout simplement, sans autre considération, dans ce cas, comment expliquer les rafles, les centaines de rafles qui se font chaque jour en ce moment à Téhéran, à Ispahan, dans la plupart des villes iraniennes, les barrages qui sont faits de nuit, de jour, etc., pour rafler les gens? Comment on expliquerait la répression brutale? Chaque jour, des centaines d'Iraniens sont arrêtés, sont surveillés, on demande de dénoncer. Donc, il semblerait au contraire que la population iranienne soit contre son régime. On a ras-le-bol, c'est une jeune population, 32 ans de moyenne d'âge, elle en a ras-le-bol. On a parlé, il y a quelques jours ou quelques semaines, on disait qu'à peu près 80% ou 90% de la population iranienne en avait assez du régime de Mollah et voulait un changement démocratique.
Bon, je ne sais pas d'où sortent ces chiffres, mais nous, on a une étude assez précise qui a été réclamée par le guide suprême il y a 2 ans au Basij, donc cette milice civile de la République islamique d'Iran, qui demandait de sonder la population pour connaître à peu près sa cote de popularité. C'est une enquête demandée par le régime et faite par le régime, et il leur sort qu'en fait, 71% des Iraniens avaient une opinion très défavorable du régime. Et encore, ce qui est en plus étonnant, c'est que cette enquête était secrète, mais elle a fuité. Le fait même qu'elle fuite, ça démontre quelque chose. Donc non, la population iranienne, les bombardements, je pense que les bombardements israéliens font peur, évidemment, font pleurer, font des victimes, peu importe, etc., mais ne rassemblent pas les Iraniens derrière son gouvernement. Ce qui rassemble les Iraniens c'est l'espoir, enfin, que ce régime tombe. En quoi les agents d'influence au service de la République islamique se distinguent-ils, selon vous, des espions les plus classiques? On a parlé de cas français à l'instant. Je voudrais qu'on revienne sur une initiative, ce que vous appelez dans le livre l'initiative des experts nucléaires, révélée en 2023 aux États-Unis par un journaliste du nom de Jay Solomon. Oui, alors vous me permettrez de ne pas tout raconter en détail parce que c'est dans le livre, ouais. Donc on espère que les gens vont le lire. Et c'est passionnant. Mais si vous voulez, en fait, cette opération, c'est une des opérations d'espionnage et d'influence les plus importantes qu'ait mis en place la République islamique d'Iran jusqu'à récemment. En fait, elle consistait, quelques mois avant les négociations en fait, des accords de Vienne sur le nucléaire en 2015, ça consistait, durant l'année 2014, si vous voulez, à approcher des diplomates, des chercheurs universitaires, des experts du Moyen-Orient et de l'Iran pour leur faire passer à la fois les éléments de langage, si vous voulez, de la République islamique d'Iran, mais surtout pour rassurer les diplomaties occidentales sur le fait que l'Iran ne se doterait jamais en fait, de nucléaire militaire parce que l'islam, soi-disant, l'interdit. Alors je ne sais pas où c'est marqué dans le Coran. Comme je le dis souvent, il faudra m'expliquer, j'ai peut-être loupé une page ou un passage. Mais cette opération, si vous voulez, elle cible notamment en fait des membres, des chercheurs universitaires de grand renom, parfois des binationaux, c'est-à-dire des Irano-américains, qui travaillent y compris pour le ministère de la Défense en fait américain ou pour le Pentagone. Je veux dire que cette opération, elle a touché le plus haut niveau de l'État américain, très clairement, qui manque pas de pare-feu pourtant. Alors je vous laisse imaginer en France comment ça se passe. Voilà. Et si vous voulez, on voit bien que ces négociations, en fait, elles aboutissent et que finalement les Iraniens, la diplomatie iranienne ne cesse de manipuler ses interlocuteurs en fait occidentaux et obtient très clairement en fait, grosso modo, en fait, ce qu'elle veut. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'analyse de tous ces mois qui précèdent la signature de ces accords, parce qu'on voit le travail en fait des espions. Mais au-delà de ça, je veux dire une chose, c'est que ça ne se passe pas qu'aux États-Unis, ça se passe en Allemagne, ça se passe en France. Suède aussi, vous suivez également, évidemment, des affaires internationales. Absolument. Voilà, donc c'est une opération, je dirais, à la fois d'intoxication, d'influence et d'espionnage au plus haut niveau. Je ne veux pas développer, mais vous avez des gens, par exemple, qui sont très proches, en fait, qui ont été très proches de l'administration Obama et de l'administration Biden, si vous voulez, qui se retrouvent, en fait, aujourd'hui soupçonnés, si vous voulez, d'avoir travaillé pour le compte des services secrets iraniens. Alors l'un des axes prioritaires de ces opérations d'influence iranienne en Occident se joue dans les universités. Quelle est la stratégie d'infiltration mise en place par Téhéran pour alimenter ces milieux en discours antisionistes? Vous citez notamment le cas espagnol particulièrement intéressant avec l'implication dans cette affaire du parti d'extrême gauche Podemos ou encore de la Suisse. Emmanuel Razavi. Alors, vous parlez de l'Espagne parce que l'Espagne, si vous voulez, c'est un peu le bingo en fait de l'espionnage iranien en Europe avec l'Allemagne et la France. Vous avez 7 universités espagnoles qui ont passé des accords depuis des années avec l'université de Téhéran, université qui est aux mains des gardiens de la Révolution quand même islamique. Je le rappelle pour vos auditeurs, le corps des gardiens de la République islamique, c'est vraiment le bras armé et répressif du régime iranien. C'est aussi une mafia, c'est un groupe paramilitaire qui investit en fait dans le trafic de drogue, dans la prostitution en fait des mineurs, dans le trafic d'armes. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup enquêté là-dessus. J'ai publié beaucoup de sujets sur ce thème-là, en fait, dans Paris Match. Et donc, vous avez l'Espagne qui pousse par ailleurs pour le boycott de certaines universités israéliennes. Non, mais bien sûr, parce que de toute façon, en Espagne, il y a eu un travail de fond qui a été porté, en fait, par des intellectuels d'extrême gauche, mais comme en France, du reste. Vous parliez de Podemos, en l'occurrence. J'imagine que vous faisiez référence à Pablo Iglesias, en fait, qui était l'un des leaders, en fait, de Podemos, dont on sait, c'est avéré aujourd'hui, qu'il a été payé par le régime iranien et qu'il a pris des positions, qui étaient favorables à la République islamique d'Iran, alors même qu'il était un élu, espagnol. Vous comprenez? Donc, je veux dire par là, c'est une somme de scandales des États-Unis, en fait, à l'Europe, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre,
France, si vous voulez, de gens qui sont compromis par les services secrets en fait iraniens et qui se sont mis à leur disposition. Alors, de façon très claire et de façon marginale, il y a eu, si vous voulez, des gens à l'extrême droite parfois qui ont été recrutés. On y fait allusion d'ailleurs dans le livre. Mais majoritairement, ça cible en général l'extrême gauche pro-palestinienne. Comme la cause iranienne est difficile à vendre, les services secrets iraniens utilisent souvent, en fait, l'instrumentalisation en fait de la cause palestinienne, notamment en fait des, soi-disant de l'axe de la résistance, donc FPLP, d'obédience marxiste, le Hamas, le djihad islamique, etc. Et vous vous rappelez d'ailleurs dans le livre que sur le plan historique, le guide suprême Khomeini était particulièrement intéressé par la figure politique de Yasser Arafat et par la manière dont il a réussi à vendre sa rhétorique anti-impérialiste. À faire la synthèse entre les différents mouvements révolutionnaires palestiniens, qui soient racialistes, marxistes, islamistes, etc. Ça l'intéressait énormément. Et d'ailleurs, Yasser Arafat a été le premier leader être reçu après le retour de Khomeini. Voilà. Et ce jour-là, quand ils sont reçus, donc quand il est reçu en février, ce jour-là, ils disent que la route de Jérusalem passe par Téhéran. Donc, c'est d'ailleurs très bien décrit aussi par Michel Foucault, qui assiste à cette rencontre et qui trouve ça formidable parce qu'ils seront d'abord d'un point de vue idéologique, mais aussi parce qu'il s'intéresse à la mécanique révolutionnaire. Et il avait compris qu'Arafat, avec son nationalisme palestinien, n'intéressait pas grand monde dans les populations arabes. L'opinion arabe ne se soulevait pas pour le combat d'Arafat. Et Foucault se disait que finalement, si ce combat nationaliste était renforcé par la dynamique islamique dont le message est beaucoup plus fort dans les populations arabes que le maoïsme, le marxisme, ça pouvait effectivement tout emporter. Et de la même façon que l'ayatollah Khomeini s'est dit aussi, c'est formidable, 6 mois, toujours d'après le préambule de la Constitution de 79, pour conquérir les territoires non musulmans. Évidemment, si ça commence par Israël, c'est quand même une sacrée belle victoire. Il y a toujours eu une histoire entre les chiites iraniens, l'islam révolutionnaire chiite iranien, et les frères musulmans. Vous rappelez d'ailleurs la relation intime entre Khomeini et un penseur sunni dans les années 50. Bien sûr. Et le guide suprême a d'ailleurs traduit ses écrits en persan. Ah, je pensais pas à Saïd Qutb, mais à un autre penseur que vous citez dans le livre. En fait, il y a Navab Safavi, dont on parle beaucoup, qui est le mentor de l'ayatollah Khomeini, mais qui est lui-même, si vous voulez, un admirateur de Sayyid Qutb. Donc Sayyid Qutb, pour vos auditeurs, je l'explique, en fait, c'est l'un des théoriciens phares de l'organisation égyptienne des frères musulmans, mais c'est un des plus durs, c'est-à-dire qu'il prône en fait l'assassinat systématique des juifs, des chrétiens, même des chiites d'ailleurs. Et en fait, Navab Safavi, qui est le chef d'une organisation terroriste chiite iranienne qui s'appelle les Fédaïns de l'islam, il se trouve que c'est le mentor de l'ayatollah Khomeini. Donc il va, si vous voulez, lui transmettre, si vous voulez, le savoir en fait des frères musulmans égyptiens. Alors c'est intéressant parce que quand vous regardez les institutions de la République islamique d'Iran, c'est quasiment un copier-coller, si vous voulez, des organigrammes de la confrérie en fait égyptienne. Voilà. Et il faut comprendre que, Khomeini est absolument fasciné en fait par les mécanismes des frères musulmans, en même temps que par leur projet d'instrumentalisation des milieux pro-palestiniens, souvent en fait d'extrême gauche, que je racontais, mais avec une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que Khomeini, quand il est jeune, clair, il écoute, parce qu'il y a une radio allemande en fait en Iran, il écoute les discours en fait d'Adolf Hitler qui sont retransmis par la radio allemande en fait de Téhéran, et il est absolument fasciné en fait par Hitler et par le nazisme, comme les principaux en fait fondateurs et penseurs de l'organisation des frères musulmans. Et c'est ce que l'on dit souvent avec Jean-Marie, c'est que dès lors cette République islamique, elle fait un peu la synthèse, si vous voulez, entre des mouvements qui a priori n'ont absolument rien à voir ensemble, à l'exception du fait qu'ils sont révolutionnaires, ils sont antisémites. Il faut insister sur le terme antisémite. On entend souvent parler d'antisionisme. Il s'agit bien d'antisémitisme quand vous lisez les... C'est très clair dans les discours de Khomeini d'ailleurs. Bien sûr, mais il faut lire sa littérature. C'est antisémite, c'est pas antisioniste, c'est antisémite de façon très claire et c'est anticolonial. Je reviens à la France, on parlait des agents d'influence tout à l'heure. Vous soulignez les relations de plusieurs élus de la France insoumise, notamment avec un responsable du groupe terroriste palestinien, dont le nom est connu par nos auditeurs, terroriste palestinien du FPLP, Salah Harouri, organisation en lien structurel sur le plan militaire, en particulier avec le régime iranien. Alors, il se trouve que dès 1979, Khomeini, si vous voulez, pour approcher les milieux intellectuels de l'extrême gauche, notamment en Europe, il est passé en France quelques mois plus tôt, je vous le rappelle. Il était à Neauphle-le-Château dans la région parisienne. Il a pu, il bénéficié du soutien de Michel Foucault, qui parle de lui
en expliquant que c'était un saint dans l'un de ses articles. Jean-Paul Sartre, qui fait partie de son comité de soutien. Si vous voulez, il sait que l'intelligentsia européenne, si vous voulez, peut lui être favorable. Et donc, il décide d'instrumentaliser, si vous voulez, la cause palestinienne à cet effet. Et il va se servir à la fois de l'OLP de Yasser Arafat, mais aussi du FPLP, si vous voulez, pour approcher les milieux. Il va les mettre en concurrence, en quelque sorte. S'il a été très proche pendant un temps, en fait, de Yasser Arafat, après la révolution islamique, les rapports en fait se distendent un peu. Khomeini, si vous voulez, considère qu'il a moins besoin de lui. Il va miser davantage sur le FPLP. Et l'OLP va être remplacé par le Hezbollah sur le terrain au Liban. En 82, absolument. Quand il y a la création du Hezbollah. Et on expliquait ça bien d'ailleurs, hein. Il y a une espèce de continuité entre l'OLP, les gens en fait qui s'entraînent dans les camps de l'OLP, notamment l'un des proches disciples de l'ayatollah Khomeini, celui-là même en fait qui va créer au Liban en fait le Hezbollah. Donc c'est assez intéressant de voir la jonction entre ces mouvements. Plus généralement, vous écrivez que ces agents d'influence ne posent pas de bombes. Je vous cite, ils expliquent pourquoi elles explosent, ils ne lancent pas d'appel au meurtre, ils la justifient après coup. La victime devient coupable et l'assassin est une conséquence. La relativisation et la contextualisation sont les deux armes rhétoriques principales de l'Iran pour diffuser ces messages anti-israéliens. Et on l'a vu très vite d'ailleurs après le 7 octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le 7 octobre, tout le monde était sidéré, on était stupéfait. Par la violence des pogroms. Tout le monde avait envie de condamner le Hamas, l'action menée par le Hamas, coordonnée par le Hamas, parce qu'il y avait évidemment d'autres groupes terroristes avec eux. Et puis très rapidement, au bout de 2 ou 3 jours, il a commencé à y avoir une aversion un petit peu du langage. Et on s'est demandé si les victimes israéliennes n'étaient pas un peu coupables. Mais coupables de quoi? Et puis d'un seul coup, le Hamas est devenu une organisation de résistance. Et puis d'un seul coup, on a salué l'héroïsme des combattants du Hamas. Donc c'est vraiment une aversion du langage. Ça l'a toujours été parce que, en réalité, le fanatisme, nous sommes victimes de notre universalisme. Le fanatisme connaît très très bien nos failles et on a réussi à verser complètement le langage. De la même façon que et c'est de la manipulation, c'est vraiment de la manipulation. C'est-à-dire qu'à force de répéter des mensonges, on commence à en faire des hypothèses valables, et ces hypothèses valables deviennent des mensonges répétés, des vérités répétées deviennent des mensonges. Donc oui, ça a été, c'est le premier effet en fait des agents d'influence, c'est de récupérer la dialectique, ce que nous dit le ministère des Affaires étrangères de la République islamique. C'est exactement la même chose. Vous avez de fortes interrogations sur le cas Rima Hassan, l'eurodéputée insoumise, étoile montante de la lutte antisioniste sur la scène française et européenne, qui a multiplié d'ailleurs les provocations depuis le 7 octobre 2023. Écoutez, je crois que ce ne sont plus des questions, c'est-à-dire qu'on met bout à bout un certain nombre de faits concernant Rima Hassan, pas qu'elle, hein, d'autres députés de la France insoumise, mais on raconte notamment, vous m'excuserez, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'il faut que les gens lisent le livre quand même, parce que c'est quand même très documenté, mais Rima Hassan, si vous voulez, dernier épisode en date, lorsqu'elle monte à bord d'un bateau en direction en fait, de Gaza, elle prend place à côté d'un des influenceurs de la République islamique d'Iran et du Hezbollah, Thiago Avila. Ce Thiago Avila, je le rappelle, il était aux obsèques de Hassan Nasrallah. Je pense que vous y étiez pas, parce que c'est quand même difficile de s'y rendre. Voilà. Entre autres raisons. Il soutient très ouvertement l'axe de la résistance sur ses réseaux sociaux. L'axe de la résistance, je le rappelle, c'est le Hamas, c'est le FPLP, le djihad islamique, c'est les Houthis, c'est le Hezbollah, évidemment le régime de Bachar avant qu'il s'effondre. Enfin bref, que des organisations terroristes et un État qui était un État bouché, un État tyrannique. On se rend compte que l'une des personnes qui a permis en fait d'affréter ce bateau est liée au Hamas en fait aussi, si vous voulez, le Hamas étant financé, encadré par la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique, donc l'Iran. D'accord. Donc c'est quand même très surprenant de voir à quel point Rima Hassan est toujours quand même dans la proximité, si vous voulez, des proxys en fait iraniens. C'est pas un questionnement qu'on a là, c'est un constat très clair. Il y a une eurodéputée française qui est en permanence au contact. Alors, il n'y a pas ça, vous avez parlé aussi de Salah Hamouri, du FPLP, etc. Si vous voulez, il y a une somme, si vous voulez, de fréquentations qui sont des fréquentations issues de ces organisations terroristes, hein, qu'on soit très clair, hein, terroristes, financées par les gardiens de la Révolution et encadrées militairement par les gardiens de la Révolution. Je vais vous rappeler une chose, le FPLP, parce que tout le monde trouve ça sympa, c'est devenu en fait très banal de recevoir des gens du FPLP dans des conférences comme Salah Hamouri. La France insoumise a multiplié les conférences avec ce mec-là. Vous avez rappelé à raison tout à l'heure que c'était un terroriste, il a été condamné à la prison en Israël. Pour avoir tenté de tuer l'ancien gouvernement d'Israël, le Rav Ovadia Yosef. Exactement. Mais le FPLP, on le sait aujourd'hui, c'est documenté, a participé au pogrom
du 7 octobre 2023, aux côtés en fait du Hamas. Vous trouvez normal, vous, que des députés de la République française, ou une eurodéputée, se retrouvent aux côtés de gens comme ça? Le FPLP, je vais un peu plus loin encore, je terminerai là-dessus d'un mot. Il y a 4 ans ou 5 ans, je crois qu'on le raconte d'ailleurs dans le livre, le porte-parole du FPLP dit que les gardiens de la Révolution sont les frères de sang des combattants du FPLP. Ouais. C'est ça que fréquente Rima Hassan? C'est ça que fréquente Madame Panot? C'est une vraie... quand même, c'est embêtant, c'est vraiment embêtant. Merci beaucoup Emmanuel Razavi-Jean, Marie Montali d'avoir été avec nous pour nous présenter cette enquête La pieuvre de Téhéran qui paraît aux éditions du Cerf. À très bientôt sur Radio J. Merci Steve.